Bonjour tout le monde, donc la suite sur le fameux ampli guitare à tube dont je n'ai pas trouvé le schéma. Ce qu'il a fallu que je fasse, c'est faire un relevé de schéma. Voilà donc comme se présente l'ampli. Ici, on a donc le transfo d'alimentation, la valve ici, le premier chimique de tête 2x50 micro 300, enfin 550 volts. Ensuite, on a les deux EL34 et au-dessus le transfo de sortie. Donc la disposition est pas difficile à faire pour la position des tubes. Après, donc derrière, on a deux fiches DIN de sortie haut-parleur, comme les Allemands faisaient beaucoup à l'époque. Et c'est vrai que c'est un peu contraignant parce qu'on ne trouve plus beaucoup ces fiches DIN. Et sur la partie au-dessous, donc on a une autre fiche DIN qui est les effets, donc entrée, sortie, effet vers écho ou reverb, qui était à l'époque ce que vous avez vu, écolette et Dynacor. Après, donc, on a la partie ici, les deux potentiomètres sont les potentiomètres concernant le vibrato, qui est ici avec son tube oscillateur. C'est une ECC 83. Donc il y a deux triodes dans le même tube, dont un qui est utilisé et l'autre qui est totalement mis à la masse. Ici, on a les deux interrupteurs, donc interrupteur secteur, donc avec coupure phase neutre, le voyant de mise sous tension ici secteur, et ici il y avait un voyant qui venait en série avec l'interrupteur de stand-by ici, et qui, ce voyant, servait aussi de fusible. Donc l'ampoule forcément a grillé parce qu'il y a eu certainement un problème dû à une surtension ou quelque chose comme ça. Et donc ça a fait claquer l'ampoule fusible. Ici, donc, comme je vous disais dans ces fameuses fiches DIN, comme je vous ferai voir dans les fiches DIN HP, on a deux parties, une et deux, qui sont des interrupteurs. Donc quand on enfonce la fiche DIN, on met en contact et ce fameux contact va se trouver en série avec l'interrupteur stand-by. Après, donc, sur la partie tube, on a ici la partie des phaseurs, donc cathodine, qui drive deux tubes, je vous ferai voir sur le schéma tout à l'heure. Et ces deux tubes font partie de cet ensemble. Et pardon, c'est ces deux tubes ici, voilà. Et ici, on a le tube d'entrée. Donc, les entrées ici sont entrée 2 ici et entrée 1 au-dessus. Donc, là, on a 4 potentiomètres. Ici, on a un potentiomètre de volume. Ici, on a un potentiomètre de tonalité grave, médium, aigu. Sur l'entrée numéro 1, ça se passe comme ça. Et sur l'entrée numéro 2, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a que 3 potentiomètres, comme on peut le voir là, volume, donc grave et aigu. J'ai fait un relevé de schéma de tout ça, donc le relevé de schéma est ici. Pour la partie donc étage de puissance, alors ici on a la fameuse luciole qui se trouve être défectueuse, donc que j'ai shunté temporairement pour en trouver une autre.
Donc ici on a le redressement, le transfo d'alimentation avec ici un enroulement de 40 volts pour la polarisation négative des tubes de puissance. Il y a ici un petit redresseur au sélénium que je vais changer par une diode. On verra ça ensemble sur l'autre partie. Là, ici, on a une GZ34 pour le redressement, donc 10 valves. On a ici un filtre AMPI sur le premier chimique, donc sur le redressement, donc chimique de tête, chimique secondaire, et après un autre chimique de 32 micros avec une résistance de 25 kg pour alimenter tout ce qui est annexe préampli et déphaseur ici. Alors la particularité, ici on a un déphaseur cathodine et ici on a un driver donc équilibré par cette fameuse résistance ici de cathode dont les cathodes sont communes. Ceci permet l'équilibrage d'avoir un gain à peu près identique pour driver les grilles des tubes de puissance. Et ici, on peut voir donc le transfo de sortie qui est monté à comment dire genre ultra linéaire avec malgré tout une polarisation de G2 donc qui sera inférieure à la tension anodique. On a donc deux enroulements pour les G2, ce qui constitue une contre-réaction de G2 pour driver, enfin qui va générer une contre-réaction par le G2. C'est ce qui est dit ultralinéaire. On a un peu moins de distorsion par ce système-là. C'est pour ça qu'il y a ici deux enroulements de plus sur le transfo de sortie qui sont pas reliés à la haute tension. Habituellement on a ces deux points, le point ici sont reliés à l'intérieur du transfo, mais là ils ont voulu abaisser un peu la tension de G2 pour avoir une conduction un peu moins importante, donc la polar de grille sera un peu moins importante puisque la tension de G2 est inférieure à la tension anodique. Donc c'est un transfo de sortie 8-16 ohms. Ici on a une contre-réaction qui va aller sur la partie, la planche que je vous ai relevée aussi. Donc voilà pour cette partie là. Alors comment faire pour tout ça c'est vrai que c'est un peu compliqué à faire, mais quand je travaillais à l'époque dans une agence régionale, on faisait le tri de personnel, de techniciens pour envoyer vers nos clients. Donc la première chose était de donner un appareil de radio à tube et que la personne fasse un relevé de schéma d'une partie, je ne vous dis pas de la totalité parce que c'était un peu compliqué, et selon le résultat, on pouvait considérer que la personne était apte ou pas apte à être technicien radio ou technicien TV. Souvent, le relevé de schéma était dans la partie BF, donc ce qui était le plus simple. Mais là, on est sur une partie compliquée. Alors pour ça, il faut avoir un crayon à papier, bien entendu, une gomme, bien entendu, parce qu'on se trompe et on est obligé de corriger ses erreurs, chose qu'on ne peut pas faire avec un stylo bille. On a ensuite besoin
d'un support qui va être bien entendu un abac de tube. Donc la bac de tube, je sais plus où je l'ai mis, il est certainement dessous, voilà. Donc pour la partie redressement GZ, c'est une GZ34, pas GZ32. C'est relativement simple, donc on comprend bien que ici les deux anodes vont sur le transfo. La cathode va aller sur les chimiques, donc redressement. Ici donc on est redressé continu, puisqu'on est filtré déjà par le chimique de tête, et qu'il y a ensuite un enroulement filament qui va être totalement indépendant des autres filaments. Toujours dans ce cas de GZ32 ou GZ34, on fonctionne comme ça. Même souvent dans les cas des EZ80, il y avait aussi un enroulement spécifique pour le chauffage de la valve. Donc ça ici on peut voir là les deux anodes qui vont sur le transfo. En bas côté masse, donc on a tout notre circuit, comme je vous ai dit, stand-by, l'ampoule fusible, la lampe témoin d'alimentation est fusible, les fameux contacts DIN HP. Voilà, ici les cathodes avec les filaments, et on part après alimenter les diverses tensions au fur et à mesure qu'on abaisse la tension par des résistances en série qui vont faire chuter la tension par rapport au courant consommé en aval. Voilà, donc ici le chimique de 32 micros qui est en haut de la partie préampli et déphaseur. Après on a ici un oscillateur donc genre je ne saurais plus vous dire le nom, j'ai oublié. Ah, c'est un pont de Vienne. Donc l'oscillateur à pont de Vienne ici va avoir chaque capacité va générer un déphasage avec sa résistance pour arriver sur la grille. Donc on devrait avoir quelque chose de pseudo-sinusoïdal en sortie. Et ça ne le sera pas parce que les résistances ne sont pas équilibrées. Ici on peut voir qu'il y a 470 kg, et ici on a quelque chose qui est variable pour faire varier la vitesse. Donc ce pont de Vienne va fonctionner en oscillateur à vitesse variable, en amplitude variable, qui va commander ici et modifier la polar de grille des tubes de puissance. Donc ça va faire monter donc ou baisser la tension de grille, et en même temps on peut voir qu'ici en condo de liaison on a 22 nano, pardon, et ici on a 330 kg, et ici on a un 0,22 micro, et donc de ce fait on va faire la capacité étant plus importante que les capas de transfert ici, on va être plus important au niveau du signal très basse fréquence, parce que ça ici génère un signal très basse fréquence. Et donc le signal va moduler ce signal et changer la conduction des tubes, ce qui a pour effet de faire atténuer le signal qui va être perçu par les deux tubes driver ici. Donc on aura un battement, une variation d'amplitude qui va être changée par ce fameux
potentiomètre qu'on pourrait appeler amplitude ou profondeur, comme on veut. Voilà, donc ça ici c'est isolé par ce 0,22, enfin 22 nano. Voilà, que dire d'autre. Après ici on a le retour d'effet qui va attaquer le déphaseur cathodine et la sortie préampli avec un filtre ici en T constitué de ce nano 5 et 768K. Donc ici on peut voir que les condos de liaison 220 et 100 picots, oui, on va donc avoir effectivement pas des effets, on pourrait dire manquera d'effets dans les graves, mais voir ici que la résistance c'est quand même 470 kg. Donc il y avait beaucoup à l'époque d'amplis genre Philips ou même autres, qui étaient faits avec des condos de liaison généralement de 220 picots. Ça se trouve en fonction de la résistance de charge de grille. Et voilà, on va voir l'autre partie après. Donc on va passer maintenant à la partie préampli. Donc j'ai fait le relevé de schéma aussi avec le crayon à papier, la gomme et le radiotube. Donc ici on a le premier préampli d'entrée avec sa fiche jack. Ici on rentre ici sur une résistance de grille, de fuite de grille de 10 mégohms. Alors ce système est en autopolarisation par courant thermo-ionique, sachant que ici un tube dont on chauffe sa cathode va gérer sur sa grille une tension négative. Donc le tube va s'autopolariser à une condition de ne pas mettre une résistance trop faible sur la grille. Donc on va avoir ici, en mesurant avec le voltmètre, une tension négative qui va être de l'ordre de entre 1,5 V et moins 1,5 V et moins 2 volts. Selon bon, la qualité du tube, hein, ça peut varier d'un tube à l'autre, c'est pas une science exacte, mais les Allemands faisaient beaucoup ce système-là. Il n'y avait pas de polardite automatique, avec une résistance de cathode et un condo de découplage de cathode. Et ici, on peut voir la charge anodique de 220K. Donc c'est un tube qui a un très grand gain. Donc c'est toujours au CC83. Tous les tubes sur cet ampli sont des ECC83, y compris le vibrato, qui est, comme je vous avais dit, une partie triode qui ne sert à rien, qui n'est pas utilisée. Alors ici on peut voir la correction de tonalité avec les aigus, le système le plus simple, hein, avec une capacité pour atténuer les fréquences aiguës. Ensuite on a cette partie un peu plus complexe qui est la partie médium. C'est un filtre, hein, juste un filtre variable avec deux condensateurs de nano 8 dont on va faire en éliminer ou ajouter selon la position du potentiomètre. Ici on a un filtre grave donc constitué ici d'un 0,1 micro à la masse pour augmenter considérablement dans les fréquences basses. Et voilà, le système de correction, c'est un système passif, ce n'est pas un système actif. C'est pas un Baxendal actif, c'est passif. Ensuite, on va rentrer dans le potentiomètre une fois le signal trié en fonction
de l'égalisation qu'on a voulu faire au préalable par les potentiomètres. On va rentrer donc sur cette partie ici qui est le mélange des deux canaux droite et gauche, et après attaquer le tube préampli ici qui lui est classique avec sa résistance de charge de cathode, et ici on a le retour de contre-réaction qui va vers le transfo de sortie, donc avec une résistance de 500K qui va ramener le signal en opposition du courant traversé par la cathode, donc dans le même sens que le courant de cathode traversant le tube. Et ce qui va se produire, donc, c'est qu'en fait on va voir ici une contre-réaction, mais pas une réaction. Donc le signal, la grille est polarisée, elle, par ici la résistance de 470K à mégomme, et de ce fait on a la même chose ici. Donc ça c'est les charges de grille de ce tube ici. Sur la partie préampli numéro 2, on a un système plus simple, mais on a toujours le même principe que l'autre à côté. Donc il y a juste ici aigu et grave. Et donc c'est pareil, on peut voir un filtre ici pour les aigus où on va rajouter ou étouffer les aigus par le biais du potentiomètre ici, donc pas étouffer, on va les éliminer si on va plus vers le bas du potentiomètre et les augmenter quand on va vers le haut du potentiomètre. Donc on va passer le signal ici est constitué par la résistance du potentiomètre, donc ça va être la charge de la capacité. Donc c'est un filtre, juste un filtre série avec une charge qui va ici par le biais du potentiomètre de la 82K et la 10K à la masse. Donc on peut voir qu'à travers 470 picots, on peut aisément baisser les aigus. Alors si par contre ici on va vers le haut, on va augmenter les aigus. Donc ici pareil pour les fréquences basses, où on va augmenter les basses en mettant le potentiomètre en haut, ou on va les abaisser en allant vers la partie du bas. Que dire d'autre? Après ici on a la sortie effet, donc qui est prélevé sur les deux parties de sortie de potentiomètre ici. Donc là je crois que je me suis trompé parce que en fait on ne vient pas là, donc on va venir plutôt sur le curseur du potentiomètre. Donc comme quoi la gomme elle sert. On est sur le même cas que ici, donc on peut voir qu'ici il y a une erreur. On va venir ici. Voilà. La gomme sert dans beaucoup de cas, est très utile. C'est vrai qu'on peut se tromper, tout le monde est amené à faire des erreurs. Voilà, que dire d'autre? Ben, rien, c'est un système un peu qui est simple, relativement simple de montage, mais qui n'est pas facile à relever parce que ici c'est que des fils, pas de cosse à relais, pas la cosse à relais, je ne sais pas si vous savez, c'est ce principe-là, vous avez sous cette forme-là, ou vous l'avez sous d'autres formes aussi. Il y a sur d'autres marques, c'est beaucoup utilisé comme Fender, Marshall. Vous
vous avez aussi ce genre de cosse à relais qui est plus, disons, fait un montage plus propre plutôt que d'avoir des résistances et des condensateurs en l'air, comme c'est le cas sur ce montage, comme on peut voir ici. C'est un peu particulier. Bon, c'est vrai que sur Marshall ou Fender, on se retrouve beaucoup sur la partie correction de tonalité qui est montée aussi en l'air dans ce principe comme ça sur les potentiomètres. Mais sur cet ampli, beaucoup de choses sont faites comme ça. C'est très étrange. Bon, c'est un ampli qui est quand même malgré tout au niveau technique est très très bien fait, au niveau ingénierie, mais au niveau montage qui est déplorable. Moi je trouve ça déplorable. Deux parties de châssis qui sont raccordées ici comme on peut voir avec des vis, c'est un peu particulier. Les transfos, ce ne sont pas des transfos en tôle EI, ce sont des transfos qui étaient faits, je vais vous faire voir. Donc les transfos, les tôles sont faites comme ça. On a deux parties. On a la partie qui est fermée et donc les tôles sont montées. On monte la partie du milieu dans le noyau. Donc le noyau ou la carcasse. On va venir donc pour les positionner, faire comme ça, mettre ça dans la carcasse, ça va pas dans le bon sens, voilà. C'est pas très commode avec voilà, la caméra. Donc c'est monté comme ça, et les autres tôles pardon, viennent par-dessus, et on constitue le transfo comme ça avec les tôles empilées. C'est pas très facile à monter, c'est plus difficile que le I. Mais c'est aussi de meilleure qualité par rapport au circuit magnétique qui est plus fermé que le I. C'était utilisé ça beaucoup dans le temps sur d'anciennes radios. Les Allemands ont continué à utiliser malgré tout ce principe là qui est disons qui a moins de pertes mais qui est plus difficile à assembler que du I classique. Voilà pour ça, je ferai une autre vidéo sur le test de cet ampli et après avoir changé la lampe de sécurité et la lampe fusible qu'on a vu ici qui est grillée, que j'ai strappé, mais j'utilise pour tester cet ampli actuellement une lampe en série avec le secteur, comme je vous ai dit, que je fais toujours comme d'habitude. On ne branche jamais un ampli en direct quand on fait des tests dessus. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo pour le test final de cet ampli et puis le test de puissance et puis pas de linéarité, c'est un ampli de guitare, donc on ne cherche pas là-dessus une qualité extraordinaire, parce que les guitaristes, plus il y a de distorsion et plus ils aiment
Mais je crois que cet ampli n'aura pas beaucoup de distorsion vu sa conception qui est bon apparemment simple mais qui est assez recherchée. Voilà, bon ben à la prochaine vidéo.